clôturer. Alors, juste, si vous voulez bien, sans forcément être très long, quand même faire une rétrospective plutôt de l'après-midi, hein, plus que du dernier point, effectivement, de dialogue que nous avons eu avec vous. Moi, là où je vois effectivement des choses qui sont saillantes, récurrentes, qu'on revoit très souvent dans nos propos. Alors, je reprends, parce que je suis un cabochard, comme vous le savez, pour certains, l'histoire du cheval de Troie. J'en demanderai pas. Je vous propose un cheval de 4. Comme ça, il n'y a plus l'allusion guerrière, hein, dans dans l'affaire. Je pense qu'il y a vraiment ce sujet qu'on a un peu partagé, porté et c'est ça le côté un peu cheval de Troie, c'était aller vers quelle conquête de nouveautés nous allons d'une certaine façon, hein, pour positiver un peu les choses. Je pense qu'il y a l'enjeu de la relocalisation, d'une forme d'appropriation locale de la question de l'aide alimentaire qui n'est pas du tout inintéressante vu les points de faiblesse qu'on peut vivre, connaître effectivement dans ce secteur aujourd'hui. Donc quelque part, pour moi, le local, c'est une forme effectivement d'oxygène, et le fait d'avoir pu, par exemple, grâce au panier solidaire, pouvoir effectivement discuter de formes d'appropriation locale, amène aussi à trouver des nouveaux parties prenantes, des nouveaux réagencements qui vont permettre effectivement d'avoir plus de poids, plus de force, plus de soutien de cette aide alimentaire, ou en tout cas d'une alimentation pour tous. Moi, je suis pas personnellement fâché avec la question de l'aide. Je suis content qu'on aide. Bon sang. Donc, quand on parle de la fin d'aide, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la fin du flip alimentaire. Et la fin du flip alimentaire va renvoyer effectivement sur d'autres questions. On les a un petit peu traitées tout à l'heure, même si c'était sur un mode un petit peu confrontation avec Jean-Louis Poilion. C'est qu'effectivement, les systèmes changent. Il y a lieu effectivement de se questionner sur l'impact des pays producteurs aujourd'hui des denrées légumières et fruitières, vu effectivement le contexte climatique qu'ils subissent et leur capacité à demain pouvoir nous fournir. Donc, il y a vraiment un enjeu de sécurité civile qui est posé là. Mais ce n'est pas parce que nous allons relocaliser que ça va se faire aussi simplement que ça, parce que nous-mêmes connaissons des difficultés qui sont liées effectivement aux évolutions climatiques. Donc, commencer un peu à repenser les choses et travailler sur cette double logique territoire. Et là, on pourra parler effectivement de la question de l'échelle de territoire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un débat entre ce que j'appellerais des fois le développement bocal, hein, très 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 proche, trop proche parfois, et puis à un moment donné l'impression d'être complètement perdu dans la nature spatiale, en fait, des territoires administratifs. Et bon, pour ma part, moi, je travaille un peu sur une question qui est ce que j'ai appelé avec certains collègues, peut-être de façon barbare, des bassins d'activité fonctionnels, c'est-à-dire comment des bassins de vie arrivent à créer des alliances et trouver des cohérences pour effectivement organiser leur système alimentaire territorial. Et effectivement, on est plutôt sur une échelle infrarégionale ou infradépartementale. Donc, des nouveaux parties prenantes, et on l'a vu avec l'expérience de publier. Vous trouvez moyen, effectivement, grâce à votre expérience, de mobiliser d'autres acteurs, de créer effectivement une communauté de parties prenantes autour des questions alimentaires, ce qui me paraît super intéressant. Alors, bien évidemment, on l'a évoqué sans aucun détour, même depuis ce matin. Pour nous, c'est une question de sécurité des destinées de nos productions. Parce qu'on veut garder effectivement des propositions d'activité pour des personnes. En gros, le fait de pouvoir travailler de façon un petit peu plus localisée, structurelle, pérenne sur la question effectivement de notre rapport sur l'aide alimentaire multi-canaux, c'est-à-dire panier solidaire, banque alimentaire, qui sais-je encore, nous permet à un moment donné d'avoir quand même une vision, une visibilité sur effectivement la distribution. Parce que là aussi, ça a été le stop and go. Une fois, pendant le Covid, on est dévalisé. Une autre, malgré le fait que nos points de dépôt étaient fermés, on a été très agile là-dessus grâce notamment au panier solidaire. Une autre fois, il se passe autre chose. Enfin, on s'aperçoit quand même qu'on est sur un terrain mouvant et que d'arriver à plus de planification, plus de structuration dans un temps plus long d'une coopération, ça va être le challenge qu'on va avoir d'ailleurs très concrètement avec la Fédération des banques alimentaires. Hein. Depuis le début, on dit plus on va planifier, plus on va prendre de l'avance sur ce qu'on souhaite avoir à un moment donné comme denrée, mieux on va pouvoir effectivement réussir ce pari. Et plus nous, économiquement, on va s'y retrouver. Et bien évidemment, pour nous, la question du financement aussi,
là est bien évidemment importante. Donc voilà les 3 points. Alors, il y a un enjeu, moi, je pense, qui est intéressant à travailler. Et là encore, je veux pas repartir dans des considérations micro, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, peut-être, c'est des notions qui sont expérimentées d'un point de vue micro. C'est la question de, et là encore, pour moi, le côté cheval de 3, cheval de 4 m'intéresse, poisson, canne à pêche, rivière. C'est inutile, effectivement, d'apprendre à la canne à pêche, les gens à la canne à pêche le ventre vide. Donc, je n'ai résolument pas de problème avec l'aide alimentaire. À un moment donné, il y a toute une série d'initiatives, grâce à des logiques de tiers le nourricier, de construction, de réponse avec les usagers qui ont besoin effectivement de cette aide, de cet appui. Alors, tout de suite, on pense à la SSA, mais pensons déjà aux caisses de l'alimentation qui supposent de l'engagement, etc. Il y a des initiatives aussi intéressantes qui se mènent, et je suis intimement convaincu que la place des usagers dans la détermination des réponses qui vont effectivement structurer une forme de sécurité alimentaire basée effectivement sur la qualité est absolument essentielle. Pour le reste, moi, je pense qu'au niveau des territoires, il faut plus, et là, on l'a dit beaucoup, plus de coopération, donc plus d'écosystèmes coopératifs territorialisés, avec cette question effectivement de savoir quelle est la bonne échelle, ou comment les ententes entre bassins de vie peuvent se faire pour avoir des méta-coopérations entre bassins de vie. Bassins de vie sont quand même des bons lieux, en fait, quand même, de décision et de prise de pouls, comme on le dit, de ce qui se passe. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure en prenant les exemples des communes dont j'ai oublié les noms. Bon, il y en avait qu'une que je connaissais pas sur les 3, mais je les ai oubliées toutes les 3 de toute façon. Plus de terre, parce que je pense qu'il y a un enjeu de travailler, alors sous diverses façons. On a même évoqué l'autoproduction. Plus de terre pour arriver effectivement à suivre ce pari effectivement d'augmentation d'une proposition quantitative d'aliments de qualité accessibles à tous. Et puis se pose la question effectivement de plus de lieux pour faire société. Alors société, c'est-à-dire construire les lieux un peu, ce qu'on appelle les lieux havres chez nous, où les acteurs peuvent se retrouver et proposer effectivement des réponses organisées, structurées entre eux, et en même temps, là aussi, inviter les usagers à pouvoir participer eux-mêmes à la construction des réponses. Donc pour moi, c'est tout ça qui est en jeu, qui est un peu logé du cheval de 4. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je suis prêt à prendre le pari, alors notamment grâce aux orientations que nous pourrions prendre ensemble, de répondre effectivement à cette logique avec les conditions qui sont tout à fait intéressantes à étudier. Alors, bien sûr, nous sommes partisans de la construction des politiques publiques systémiques, mais de voir effectivement comment passer à un effet d'échelle, sur lequel, en fait, il faut quand même le savoir, quand on fait cette proposition sur la table, nous n'avons pas toujours les interlocuteurs capables de comprendre en fait ce dont il est question quand on veut parler, nous aussi, du passage à l'échelle, de ces initiatives qui ont été un peu outillées, imaginées d'un point de vue local. Là encore, je pense qu'il y aura nécessaire effectivement d'avoir des formes de dialogue. Alors, est-ce que c'est au Cocolupa? J'avoue que je n'ai pas suivi les travaux, mais je pense qu'effectivement, ça pourrait être intéressant de le réaborder sur ce point-là. De mettre en discussion la manière dont on arrive à comprendre, décrypter ce que c'est effectivement ces propositions de changement d'échelle, quand parfois nos secteurs les proposent et que parfois ils sont pas forcément reconnus comme tels ou pas forcément compris. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez souligné vous-même, ce qui est dans la tête, c'est-à-dire la volonté d'une politique systémique, n'est pas toujours dans les muscles, c'est-à-dire elle n'est pas toujours mise en pratique et elle fait l'objet effectivement de contradiction quand à un moment donné nous nous retrouvons confrontés en fait à des lectures parfois peut-être un peu trop dès lors qu'on est sur les services déconcentrés, c'est tellement clair, c'est tellement évident ce que je dis, on se retrouve effectivement à nouveau saucissonné, tronçonné, pas apprécié du juste lieu des effets combinatoires que nous arrivons à produire. Bon, quoi qu'il en soit, je sais pas comment sur ces engagements là qu'on comptait prendre ensemble, tu souhaitais peut-être nous dire ce que seraient les prochains calendriers. Je sais pas ce que c'est que ce petit sourire mutin, là, comme ça. Fait pas si souvent que ça me déroute. Alors. Je pense que c'est très intéressant d'avoir eu votre intervention. Maintenant, à nous peut-être, on a une alliance, c'est ce que disait Dominique. Enfin, je pense qu'on a une alliance entre vos objectifs, votre méthode, etc., et ce qu'on porte. Ça n'allait pas de soi, ça s'est construit. Faut qu'on pousse ensemble, quoi.
Voilà, donc effectivement, peut-être à nous de clarifier cette question de la place de l'insertion du projet social dans la SNANC, peut-être d'une manière un peu plus explicite entre nous, pour effectivement voir s'il reste une place dans ce véhicule qui est en arbitrage conflictuel aujourd'hui pour quelque chose de plus consensuel. Effectivement, quand on dit aujourd'hui créer de l'emploi solidaire tout en faisant de la lutte contre la précarité alimentaire et en faisant du développement durable territorial, c'est quand même très consensuel parce que la remise à l'emploi, etc., évidemment, est un enjeu. Voilà. Vous avez évoqué les questions de renouvellement des générations agricoles. Bon, on a tout ce qu'il faut en magasin. Max est l'initiateur de Fais pousser ton emploi aujourd'hui au double patronage ministère de l'Agriculture Travail, sauf qu'aujourd'hui, le cabinet du ministère du Travail, sur cette innovation-là, il bloque. Alors, pas lui qui bloque, c'est les préfectures qui bloquent et le cabinet ne débloque pas. Pourquoi ? Parce que alors que c'est un dispositif qui a fait ses preuves d'innovation, etc., et qui va complètement dans le sens des objectifs d'accessibilité alimentaire, puisque toi, combien d'hectares vous allez développer avec ce projet, vous pourriez développer avec ce projet pour vos projets sociaux. Enfin, c'est énorme. Du côté de l'Orient, et pour l'instant, c'est bloqué. Voilà, donc qu'on arrive à débloquer qu'on nous laisse le droit d'expérimenter. Et pour la SNANC, je pense que ça serait la même idée. C'est-à-dire, on ne demande pas le grand soir de je sais pas quoi. Ça serait 10 territoires d'expérimentation sur lesquels il y a un consortium d'acteurs qui se positionnent et qui travaillent ensemble et qui génèrent une expérimentation pour voir. Comme vous dites, on paye pour voir. C'est ce qu'on a fait avec Territoire à vivre, etc. On paye pour voir. Voilà, je pense que c'est pas très ambitieux et ça peut être entendu d'un point de vue très pratique. On pourrait avoir des stratégies beaucoup plus ambitieuses sur la SNANC. Des jardins nourriciers partout, des maisons d'alimentation, de la SSA partout. Enfin, on serait aussi capable de relever en tant que citoyen des défis d'ampleur. Sauf qu'on s'interdit le droit de les penser aujourd'hui. C'est-à-dire que ça me paraît même inconcevable, quoi. Voilà. Donc peut-être que pour ouvrir notre fenêtre d'Overton, comme on dit aujourd'hui dans le langage des spin doctors, vous savez, sortir des propositions outrancières pour que celles qu'on propose après puissent être entendues. Je pense qu'il va falloir réfléchir à des propositions beaucoup plus ambitieuses pour ensuite dire, effectivement, mais sinon, on pourrait faire 10 territoires d'expérimentation sur la SNANC en co-construction ACI et projet d'accessibilité alimentaire. Voilà, donc à nous de voir, mais on a bien entendu le message. Bon, on a bien entendu le message sur effectivement clarifier une proposition. Oui, s'appuyer sur les services civiques, tous les supports qui peuvent nous aider à avancer. On les prendra sur les collectivités territoriales. Bon, ça, il nous faudrait 2 jours de colloque pour voilà, c'est à la fois un problème et une solution. C'est comme l'enjeu de la décentralisation. Enfin, j'entends bien qu'on décide pas tout à Paris, mais le problème, c'est quand on voit nous sur les territoires des brisures. Enfin, il y a plus d'universalité des droits en fait, ou voire même des logiques décentralisées de gestion de services déconcentrés, etc. Je veux dire, c'est pas possible qu'une structure associative soit traitée comme ça ici, et pour le même projet soit traitée complètement inversement à 50 km. Enfin, donc, la question de la décentralisation et du recours aux collectivités, elle n'est pas sans poser des questions, quand même, dès lors qu'on doit relever des défis énormes, au risque d'être interprété, ingéré par, effectivement, la politique publique locale qui cherche à travers l'alimentation des messages aussi sociétaux et politiques à porter, voilà, sans forcément avoir la vision systémique que peut avoir l'État ou d'autres acteurs, des réseaux nationaux qui ont des visions beaucoup plus collectives. Donc, évidemment que ça se passe au local, mais évidemment que ça peut rester au local. Dans ces cas-là, très bien, c'est sympa, mais les défis sont bien supérieurs à la juxtaposition des petites initiatives locales qui souvent ne survivent pas à une mandature, d'ailleurs, au passage. Les élus à l'alimentation, on avait l'exemple de la ville de Montreuil. Oui, il y a un projet alimentaire territorial à l'échelle de Montreuil, 100 000 habitants. Combien de budget elle a ? 50 000 euros. L'élu, l'adjointe au maire. Qu'est-ce qu'elle fait ? Des assises de l'alimentation. Donc on mobilise les acteurs pour qu'ils travaillent gratuitement en ayant payé une journée de travail pour voilà. C'est totalement insuffisant. C'est-à-dire c'est pas structurellement porté. Il y a personne qui peut porter politiquement. Voilà. Donc la collectivité, même la plus écologiste, la plus etc., dispose de 50 000 euros pour un projet alimentaire territorial à l'échelle d'une ville de 100 000 habitants. Donc évidemment là. Face aux grands défis, il faut des forces nationales organisées pour essayer de porter les choses. Enfin, moi, ça, c'est plus une conviction. Voilà, mais comment articuler ça avec les associations fédératives d'élus locaux ? Ça, c'est un défi qu'il faudrait porter et qu'on ne retrouve pas si facilement dans différentes concertations qu'on a, en particulier sur l'insertion ou sur le secteur de la cohésion sociale, etc.
Donc nous, les maires ruraux, par exemple, il y a une vraie opportunité. Voilà, sauf que les maires ruraux, c'est des petits maires très peu organisés, mais qui vont complètement sur ces sujets-là, complètement. Donc il faudrait travailler les associations d'élus locaux pour essayer justement d'élargir le champ. Mais si on doit conquérir chaque EPCI, conquérir chaque département, reconquérir chaque région, etc. Bon, autant vous dire que, enfin, je sais pas, Timothée, tu pourras en parler bien mieux que nous. Sur le PAT du départemental du Loiret, hein, voilà. Enfin, voilà. Donc c'est. Enfin voilà. En tout cas, bon. Quoi qu'il en soit, nous partageons tous les sujets. Ce que je tiens à dire, alors j'espère que vous l'avez bien rapporté, c'est toutes les louanges quand même que nous avons. Je tiens à le dire. Hein. Je vous l'avais dit en bureau et je le redis devant effectivement ma communauté de pairs, de cette vraie bulle d'oxygène suite au Coquelupa de manger mieux pour tous, à la suite d'une co-construction de politique publique là encore réussie, amène quand même à pouvoir disposer de moyens de qualité pour voilà, passer aussi, notamment les paniers solidaires à l'échelle, nous inviter à travailler sur des partenariats où nous étions clairement, moralement, en juin, à réussir, ou en tout cas engager ce partenariat, dès lors qu'il y avait les moyens qui le permettaient pour pouvoir effectivement les réussir. Et c'est-à-dire que, de ce point de vue-là, ce que nous faisons aussi avec la Fédération des banques, nos acteurs caritatifs au niveau local, se passent plutôt bien et très positif. Voilà, je pense qu'il faut savoir terminer une bonne grave. Merci encore. Merci encore.